Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI, la suite d'Histoire criminelle. Et ce dimanche, on ouvre la boîte à archives. On va vous remontrer les grandes images de cette affaire française qu'est l'affaire Grégory. Cette semaine, vous le savez, la grand-tante du petit Grégory, Jacqueline Jacob, a été mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Quelles vont en être les conséquences? On va tout vous expliquer et se replonger dans cette affaire grâce à nos invités. Maître Chastan-Moran qui nous accompagne. Vous êtes l'avocate historique depuis 1985 aux côtés de Christine et Jean-Marie Villemain. Patricia Touranchot est avec nous. Bonjour Patricia, vous êtes journaliste, réalisatrice. Vous êtes l'auteur de la Bible de l'affaire Grégory, le récit complet de l'affaire Grégory. C'est chez Point. Et puis Alain Bauer qui est également avec nous, qui est resté avec nous au bout de l'enquête saison 3. Grand spécialiste des affaires criminelles. Évidemment, merci à vous trois d'être là. Une question, est-ce que 41 ans après, on pourra savoir la vérité? On se replonge ce dimanche dans une enquête sans fin, la preuve avec cette première archive de 1993. Le 16 octobre 84, vers 21 h, le corps de Grégory, 4 ans et demi, est retrouvé les pieds et poings liés dans la Vologne, à 6 km du domicile de ses parents, Christine et Jean-Marie Villemain, une couturière et un contremaître des Vosges. L'après-midi même du drame, un corbeau qui harcelait la famille depuis 3 ans revendique cet assassinat. Des lettres et un millier d'appels téléphoniques anonymes conduisent rapidement les enquêteurs vers l'entourage familial de l'enfant. Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie Villemain, employé dans une filature, est le premier à être inculpé. Des analyses graphologiques pèsent contre lui, ainsi que le témoignage accablant de sa belle-sœur Muriel Boll. Devant les gendarmes, l'adolescente l'a accusé d'avoir enlevé l'enfant au cours d'une promenade effectuée ensemble. Mais dès le lendemain, coup de théâtre, Muriel Boll se rétracte pour une raison toujours inexpliquée et l'innocente. Après 3 mois de détention, Bernard Laroche est finalement libéré. 7 semaines plus tard, Jean-Marie Villemain, toujours persuadé de la culpabilité de son cousin, le tue d'un coup de fusil. L'affaire Grégory fait une deuxième victime. Placé en détention provisoire, Jean-Marie Villemain sera condamné à 5 ans d'emprisonnement. Christine Villemain est à son tour inculpée le 5 juillet 85. Des policiers ont retrouvé à son domicile des cordelettes identiques à celles du meurtre. Des experts très contestés l'ont désigné comme étant le corbeau et des témoins l'auraient vu poster une lettre le soir du drame. Christine Villemain, enceinte, est incarcérée. Elle clame son innocence durant 10 jours avant d'être libérée après une grève de la faim. 8 ans plus tard, en 93, un non-lieu la blanchit définitivement. Mais aujourd'hui encore, cette question reste posée. 2 personnages qui n'en font peut-être qu'un, le corbeau et l'assassin de l'enfant, n'ont toujours pas été identifiés. Ce que les tests ADN pratiqués sur un timbre permettront peut-être. On est en 1993 et on se rend compte que toutes ces questions sont les mêmes, elles sont encore là. C'est fou de revoir toutes ces images. On va les reprendre. On va reprendre l'enquête. Il y a 3 éléments dans cette enquête sur lesquels je voudrais qu'on s'appuie cet après-midi. Ces 3 éléments, ils sont assez simples. D'abord, la scène de crime et les scellés qui en découlent. On va reprendre avec notamment la question des ADN sur ces scellés. C'est une des questions clés. Évidemment, la question du corbeau et de ses lettres de revendication. C'est au cœur de l'actualité cette semaine avec Jacqueline Jacob. Et puis, les témoins potentiels de cette affaire. Muriel Boll, personnage clé, on va également l'entendre dans un instant. D'abord, commençons par l'actualité de la semaine, les corbeaux. Patricia, il faut d'abord rappeler que le corbeau n'intervient pas à partir de la mort du petit Grégory, il intervient bien avant. À partir de l'installation du téléphone dans ces petits villages des Vosges, c'est-à-dire en 81, le corbeau commence. Au départ, il y a plusieurs corbeaux. Tout le monde, il y a des canulars. Mais il y a un corbeau principal qui se dégage à partir de 82, qui est un corbeau à 2 voix, en fait. Il y a une voix rauque, et parfois, il y a une voix de femme derrière. Et ils s'en prennent beaucoup à Albert Villemain, donc le grand-père de Grégory, et à Monique, sa grand-mère, et vraiment le corbeau, il pousse Albert Villemain à se pendre comme son propre père s'est pendu. Horrible. Quant à Monique Villemain, elle est traitée de tous les noms de salope, de pute. C'est extrêmement violent. C'est très violent, il y a beaucoup d'appels. Et par exemple, il y a un paroxysme à la Toussaint 82. Là, le corbeau appelle 27 fois dans la même journée Albert et Monique Villemain. Et vraiment, il est pourri d'insultes. Et ils vont monter un canular, c'est-à-dire que la femme corbeau, elle, va appeler les pompes funèbres pour envoyer le croque-mort chez Albert Villemain en disant Albert Villemain s'est accroché, s'est pendu,
faut envoyer le croque-mort. C'est une femme qui a appelé le type des pompes funèbres, qui a débarqué chez Albert et Monique Villemain à Aumontzey, et évidemment c'est le mort Albert Villemain qui a ouvert la porte. Donc le lendemain il s'est mis en arrêt maladie. À partir de ce moment-là, il a déposé une plainte à la gendarmerie pour ce harcèlement téléphonique, et ça a continué. Et ensuite, les corbeaux se sont focalisés beaucoup sur Jean-Marie Villemain. Le corbeau, dans les lettres qui apparaissent au printemps 83, parce que justement, comme il y a cette enquête téléphonique sur les téléphones, le corbeau se met à écrire. Et donc aujourd'hui, ce que la justice nous dit, c'est qu'en quelque sorte, la corbeau qui aurait écrit les lettres, en tout cas, pas forcément parlé, serait, d'après plusieurs expertises, Jacqueline Jacob. Et voilà, Marcel, pour l'instant, il n'est pas inquiété. Mais on a le contexte de ce corbeau. Grâce à tout cela, comment est-on remonté à Jacqueline Jacob? Il y a deux éléments, trois essentiels. Le premier, c'est ce qu'on appelle la stylométrie, c'est-à-dire qu'on a étudié d'une nouvelle manière, et c'est d'ailleurs vous, avec les parents du petit Grégory, qui avez poussé pour qu'on utilise pour la première fois en France cette technique. C'est quoi la stylométrie? Regardez cette petite explication. L'énigme de ces courriers pourrait être résolue grâce à une technique novatrice, la stylométrie. Peu connue en France, cette méthode utilise les statistiques pour identifier l'auteur d'un texte. La stylométrie, c'est l'étude des traits distinctifs de l'écriture d'une personne. Ce que sont les tics d'une personne quand elle s'exprime par écrit, ça va être par exemple les mots outils. Et alors, donc, de plus. Ce sont déjà des choses qu'on repère dans le langage oral, et les combinaisons de centaines de petits mots comme ça sont un révélateur de l'identité de la personne. À la sortie de sa mise en examen, les avocats de Jacqueline Jacob disent non mais la stylométrie, c'est un gadget. Alain, c'est un gadget ou pas? On faisait de la graphologie avant, là on fait de la stylométrie. C'est quoi la différence? On l'a compris, mais est-ce que l'un est moins un gadget que l'autre? D'accord, dès qu'il y a une nouvelle technique, c'est toujours un gadget, surtout quand on est dans la défense et qu'on est face à un élément de preuve, ou en tout cas de présomption, qui permet de... Donc l'odorométrie, ça a été la même chose, parce qu'on se rappelle que les chiens, ça ne sert pas à rien. On a eu en criminalistique entomologico-légale les insectes, les développements dans les corps, ça a toujours été n'importe quoi. Les spécialistes des poisons ont été considérés comme des idiots, jusqu'à ce que l'expert entre dans les salles de tribunaux. J'avais écrit un petit livre sur l'arrivée de l'expertise dans le tribunal. Ils se sont beaucoup trompés, mais ils ont aussi beaucoup dit la vérité. Et donc toutes les nouvelles techniques et technologies, la stylométrie, ça ne sert pas que pour les affaires judiciaires, ça sert pour le plagiat. Ça sert pour se rendre compte que quelqu'un se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ça aurait pu servir quand Émile Ajar, on a découvert que derrière ce nom se cachait un autre auteur. Bref, on a ces outils. Donc fiable. Relativement fiable. En tout cas, ça n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas la limiter à n'importe quoi, de même que la graphologie est plus ou moins fiable, de la même manière que le témoignage visuel est plus ou moins fiable. Donc les avocats... Nous savons tous qu'il y a des limites à cela et que ça ne peut marcher que dans un cadre beaucoup plus large. Mais c'est un élément qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc les avocats de Jacqueline Jacob sont juste dans leur rôle en disant c'est un gadget. Mais les avocats de Jacqueline Jacob défendent Jacqueline Jacob et c'est tout à leur honneur, c'est leur devoir, là il n'y a rien à dire. Mais en revanche, sur la qualification de gadget pour la stylométrie, là, moi, je m'élève à l'encontre de ces dires. Pour moi, c'est au contraire une technique d'avenir. Il y a plusieurs dizaines d'années, on ne parlait pas d'ADN. C'est vrai. Il n'y avait pas de recherche d'ADN dans les dossiers. Maintenant, dès qu'on le peut, il y a une recherche d'ADN. Alors, qu'est-ce qu'on disait il y a une trentaine d'années? Peut-être que c'était de la fumisterie, qu'on n'en tirerait jamais rien. Or, c'est une méthode scientifique. Et la stylométrie, pour moi, est également une méthode qui repose sur des données scientifiques, sur des statistiques, sur de l'informatique, enfin, l'algorithme. C'est pas la même chose que les expertises en écriture. Moi, je préfère dire expertise en écriture qu'en graphologie, parce que souvent, la graphologie, c'est la recherche du caractère à partir de l'écriture. Non. Là, on est en recherche d'écriture. Mais c'est beaucoup plus subjectif, les expertises en écriture, beaucoup plus. Tandis que là,
On est dans l'objectif. La stylométrie nous apporte quelque chose. Il y a un autre élément. Il y a eu un témoignage clé. Témoignage qui a d'ailleurs été recueilli par des équipes de 7 et 8 pour TF1. On est en 2021. Ces équipes de télévision vont rencontrer René Jacob. René Jacob est le frère de Marcel Jacob. Jacqueline est donc sa belle-sœur. On essaye de reconstituer le fil, c'est pas toujours facile. On peut imaginer qu'il connaît bien sa belle-sœur. Ils s'entendent pas très bien, mais enfin, il la connaît. Et le journaliste de TF1 va lui soumettre l'enregistrement qu'ont enregistré sur leur répondeur Christine et Jean-Marie Villemain, parce qu'on a ces vieux répondeurs à l'ancienne et on enregistre les messages de revendication du Corbeau. Regardez la réaction de René Jacob, d'abord ce qu'il dit et ensuite son regard. Séquence. Ça vous ennuie si je vous le fais écouter? Enregistrement de Villemain Jean-Marie. Vous avez dit Jacqueline, vous pensiez à Jacqueline Jacob? Oui. Patricia, vous connaissez les acteurs et l'univers dans lequel tout cela s'est passé. Le regard de René Jacob, il est extrêmement éloquent. C'est-à-dire que spontanément, il dit c'est Jacqueline, et dès qu'on lui dit attendez, vous avez dit Jacqueline Jacob, et là, on voit j'ai lâché ce que je n'aurais peut-être pas dû lâcher. Exactement. Il a été entendu après. Hein. Oui, il a confirmé aux gendarmes. Il a confirmé aux gendarmes. Alors, il dit c'est surtout le rire. Hein, c'est un rire qui vient après le rire de Jacqueline que j'ai reconnu plus que sa voix. Mais voilà, il l'a dit. Mais ça, c'est dans la région, il y a une omerta autour de cette affaire. Ça fait 41 ans. Il y a des gens qui savaient qui sont morts. Il y a des gens qui savent encore qui se taisent. C'est terrible pour Christine et Jean-Marie Villemain de savoir, mais là il a lâché un truc. Ça ne fait pas une preuve, mais c'est un petit indice supplémentaire. Et mis bout à bout, il y a quand même pas mal d'indices qui se focalisent autour de Jacqueline et même. On a repris son emploi du temps aussi pour la mettre en examen là. On a regardé l'emploi du temps. Elle avait beaucoup dit qu'elle avait une réunion syndicale. Finalement, on se rend compte qu'elle aurait parfaitement pu aller, parce que c'est ça l'histoire, poster la lettre de revendication dans la boîte aux lettres du village à 18h. Avant 18h, il y a le cachet de la poste. C'est 17h15 à la poste de l'Épanche. Disons que la justice dit il n'y a pas d'incompatibilité entre les actions du Corbeau et de l'assassin et l'emploi du temps de Jacqueline Jacob. Jacqueline et Marcel Jacob disent que le 16 octobre 84, entre 14h et 16h30, ils sont bloqués à l'usine à une réunion syndicale puisqu'ils sont de la CGT, il y a la réunion syndicale. Ce qui est vrai. Sauf que ce PV de la réunion syndicale, qui est retrouvé qu'en 2017 en perquisition chez eux, qu'ils n'ont jamais donné ni au juge Maurice Simon en 89, ni au juge Martin en 91 ou 92, ce PV, il est signé par Jacqueline Jacob. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut aussi. Et il n'y a pas à l'intérieur de l'usine d'horodateur qui permet de dire est-ce qu'ils étaient là ou pas, est-ce qu'après ils se font remplacer, normalement le chef dans l'usine les remplace pendant la réunion syndicale, mais par une doublure, ils disent, une doubleuse, mais est-ce que la doubleuse est restée plus tard? On peut visiblement sortir et rentrer comme dans un moulin de cette usine. Donc voilà, tout ça... Tous ces éléments ont conduit donc à la mise en examen de Jacqueline Jacob pour association de malfaiteurs criminels. Alain Bauer, est-ce que c'est un tournant dans cette affaire? Est-ce que ça change profondément les choses? Est-ce qu'on s'oriente vers un procès si on va très très loin? Alors c'est la deuxième fois qu'il y a une tentative de mise en examen. Oui. La première avait échoué pour des raisons procédurales en 2017, annulée en 2018. Annulée en 2018. Là, il y a un faisceau de présomption à partir d'une incrimination qui n'existait pas d'ailleurs à l'époque, qui est utilisée pour des raisons qui sont qu'il y a suffisamment d'éléments épars
qui permettent de construire des indices sérieux et concordants qui peuvent permettre la mise en examen. Après la mise en examen, il y aura une contestation de cette mise en examen, puisque clairement, la défense faisant le travail qu'elle doit faire va la contester. Il y a une discussion à l'intérieur de l'institution judiciaire sur la possibilité ou pas de cette mise en examen. Elle ne fait pas l'unanimité. Donc on va suivre maintenant la période procédure sur la procédure. Mais si la procédure de mise en examen survit à cette discussion à l'intérieur de l'institution, alors on va avancer probablement vers d'autres éléments et la construction, pour une fois, d'une vraie enquête. Parce qu'il faut bien le dire, cette affaire, elle est marquée depuis le début par le saccage de la scène de crime, une autopsie ni faite ni à faire, des pièces qui s'en vont et qui reviennent, des difficultés à mettre en place une nouvelle technologie, une première tentative sur l'ADN du timbre de la lettre de 17h15, des utilisations d'enregistrements audio analogiques qui datent de la nuit des temps, mais où là, les nouvelles technologies peuvent permettre aussi des perquisitions interrompues au milieu, alors qu'elles auraient pu donner, notamment pour ce qui est de l'arrière-fond musical, alors ça, c'est la très fameuse intéressant. chanson de Michel Fugain qui réapparaît tout d'un coup. Sur un des enregistrements du Corbeau, on entend en fond une musique et on retrouve le disque qui correspond à cette musique chez les Jacob. Oui, et donc c'est un élément qui ressort comme ça. Moi j'ai eu beaucoup au-delà de l'excellent livre Mise à jour de Patricia, il y a des éléments qui reviennent aussi de gens qui disent mais moi j'ai participé à l'enquête. Alors je voudrais vous dire qu'il y a un élément qui n'a pas été utilisé. Vous savez, c'est l'intérêt de faire des émissions comme la vôtre ou comme Au bout de l'enquête, c'est que des gens vous appellent qui sont des acteurs véritables. Et c'est l'espoir qui disent, je voudrais vous dire cette enquête a été mal menée, faite ni fait ni à faire. Moi j'y étais et je voudrais vous dire que... Et alors du coup j'ai redécouvert, moi ça m'avait totalement échappé, la chanson Michel Fugain où il y a le chef dedans. Exactement, le patron n'est pas là, on peut faire la fête. Étant par exemple la mise en cause de M. Villemain qui a appelé le chef comme une insulte parce qu'il est contremaître, et ceci est un autre élément qui rentre en jeu dans le conflit intrafamilial. Je vous ai dit à plusieurs reprises, pour moi c'est le crime de l'Orient Express. C'est un crime familial contre un autre morceau de la famille, issu de vieilles affaires qui commencent quasiment en 1932 lors de la mort du premier enfant Villemain, puisqu'on le retrouve sur les histoires de Suicide-toi comme Albert, c'est ça Comme ton père. Voilà. Ces éléments-là réapparaissent partout, et donc cette histoire est une histoire au long cours, mais qui ressemble de plus en plus à une erreur manifeste on cherchait un auteur coupable principal ou seul, et en fait il faut commencer à trouver l'association de malfaiteurs. Et c'est pour ça que l'incrimination, elle a beaucoup de sens. Je voudrais qu'on reprenne. On a compris. Vous vouliez réagir peut-être ? Oui, ce que je voulais dire quand même, c'est que l'infraction existait à l'époque, mais c'était un délit. Mais elle existait. Oui, mais elle a été... Voilà, mais elle existait. On ne peut pas dire, parce que j'avais entendu qu'elle n'existait pas. Non. Elle existait, mais c'était un délit. Donc, il y aura effectivement, puisque les avocats de Jacqueline Jacob l'ont annoncé, il y aura une discussion. En l'état, il faut quand même constater que l'affaire est ouverte sur des infractions criminelles, que les prescriptions ont toujours été interrompues, que là, en association de malfaiteurs, il s'agit d'une infraction connexe. C'est tout le sens, finalement, c'est tout l'enjeu. Infraction connexe qui... Alors, est-ce que l'infraction connexe suit les interruptions de prescription qu'il y a eu ou non? Et ça va être le débat. Nous estimons qu'il n'y a pas de prescription, on verra. L'association, ça nous ramène aussi à la thèse défendue dans votre livre. C'est le complot familial qui se serait organisé. Je voudrais qu'on remonte à la scène de crime. Il y a eu une reconstitution qui a été faite. Les images sont terribles. On va les regarder, ces images, parce qu'il s'agissait de rejouer évidemment ce qui avait pu se passer. On a jeté un mannequin dans l'eau, on l'a laissé dériver. De ces reconstitutions, Patricia, est-ce qu'il en est ressorti quelque chose ? Bien sûr, les gendarmes, quand sous l'autorité de Maurice Simon, ont refait ces reconstitutions avec Bernard Laroche, qui était à l'époque le suspect numéro 1, en fait, ils ont déterminé le lieu privilégié de l'immersion du corps. Et en fait, ce lieu, c'est à Docelles, une petite commune à 6 km de l'Épanche-sur-Vologne, où, comme dit la justice, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que Bernard Laroche aurait kidnappé l'enfant
parents sur les hauteurs de l'Épanche sur Vologne, sur le tas de sable devant la maison de ses parents où il jouait. Il avait 4 ans. Et Bernard Laroche, accompagné de sa petite belle-sœur Muriel Boll, à bord de la voiture, parce qu'il avait son fils Sébastien, de 4 ans aussi, qui est légèrement handicapé, qui devait garder donc... Il aurait emmené Grégory jusqu'en bas, à Docelles, et donc l'immersion du corps et les trajets dans la Vologne en fonction des crues, etc., a déterminé que le corps de Grégory aurait été jeté derrière le local des pompiers de Docelles. Ça a permis de retracer le film en partie, pas les acteurs. Vous avez cité un acteur majeur, Muriel Boll, qui d'abord dit avoir vu Bernard Laroche avec le petit Grégory. Et puis qui, après une nuit au sein de son foyer, nuit qui a été largement commentée, on pourra y revenir. 5 jours. C'est au bout de 5 jours. Oui. Revient sur ses dires. Tout d'un coup, elle n'a plus du tout vu Bernard. Bernard est innocent. Lors du procès de Jean-Marie Villemain, après avoir tué Bernard Laroche, elle va être entendue. Et ce procès va être celui, presque plus que celui de Jean-Marie Villemain, celui de la mort du petit Grégory. Écoutez et regardez cette archive de Muriel Boll qui arrive le jour où elle va être entendue et la nouvelle version qu'elle va livrer à ce moment-là. 9 ans, j'attends pour m'expliquer, parce que personne ne me laisse le temps d'expliquer ce que j'ai à dire. Vous avez conscience que votre témoignage est très attendu et peut être capital? Oui, j'ai conscience, oui. Et Muriel Boll va maintenir à la barre des témoins sa version des événements. Le 16 octobre 84, le jour de la disparition du petit Grégory, elle est sortie de son collège à 16h55. Elle a pris le car et elle est allée chez sa tante. Muriel est catégorique. Bernard Laroche, son beau-frère, n'est pas venu la chercher en voiture ce jour-là. Alors le président lui demande pourquoi elle a dit le contraire aux gendarmes. « C'est parce qu'ils m'ont maltraité », accuse Muriel. « Ils m'ont même menacé de la maison de correction ». Et les témoins ne font qu'ajouter au mystère. Le chauffeur n'a pas vu Muriel dans son car. Nelly, une camarade de classe, affirme au contraire qu'elle y était. Quant à Sonia, elle a vu Muriel monter dans une voiture. On a tout et rien dans cette affaire. Vous y étiez à ce moment-là. Quel ressenti vous avez eu d'une femme qui dit la vérité ou d'une femme qui ment? J'étais au procès d'assises, effectivement, de Jean-Marie Villemain. J'étais également, je vais revenir un petit peu en arrière, à la reconstitution que vous avez montrée, qui a été essentielle. Pourquoi? Parce que, à l'époque, l'affaire avait été suivie donc par la police judiciaire de Nancy, et Tricette Ronchot parlait tout à l'heure du lieu privilégié, et le lieu privilégié qui avait été retenu n'était absolument pas celui de Docelles. C'était un autre endroit où il fallait moins de temps depuis la maison des Villemain pour y arriver. Vous voyez, au niveau timing, quel était l'enjeu. Et en réalité, on s'est rendu compte d'une chose essentielle à cette reconstitution, c'est que pour pouvoir y arriver, il fallait franchir un petit ruisseau. Oui. Mais quand même, il fallait le franchir avec un enfant dans les bras. Oui, ça avait été retenu aussi parce qu'on avait trouvé des empreintes de chaussures de femmes à cet endroit-là. Bon. Mais pour franchir ce rue avec un enfant, ça relevait de la mission impossible. Et c'est ce jour-là qu'on s'est rendu compte que la thèse du lieu privilégié par la police judiciaire ne tenait pas la route, parce que l'expression, qu'on s'est rendu compte... D'où l'enquête mal faite. Voilà, et qu'on s'est rendu compte également... par les essais qu'on a vus sur votre sujet, avec les essais de mannequins, qu'il y avait un seul endroit possible pour jeter l'enfant dans la Vologne pour qu'il puisse arriver à l'endroit où on l'a retrouvé. Donc ça, pour moi, je veux dire, c'est l'élément essentiel, parce qu'on était tous médusés. Bien sûr, ça permet de retracer avec plus de finesse, et qui a pu ou pas. Sur Muriel Boll, Alain, c'est évidemment clé. Muriel Boll, son témoignage, savoir si elle dit vrai aujourd'hui, si elle a dit vrai quand elle est entendue la première fois. Mais en fait, vous avez un peu un cas, je dirais Monique Olivier, un élément qui, dans une affaire, a tout vu ou aurait pu tout voir, à la clé éventuelle, non plus de la vérité criminelle. La vérité criminelle, en fait, depuis Patricia, enfin, on la connaît tous, mais c'est la vérité judiciaire qui est aujourd'hui l'enjeu. Parce que la vérité criminelle, elle est dans l'ordonnance de non-lieu de Bernard Laroche. Elle est écrite en toutes lettres. Elle est donnée. L'auteur principal est identifié, les complices sont quasiment pensés,
très fort, même si Bernard Laroche, les époux Jacob, la vérité judiciaire, elle n'est pas là. Et elle peut peut-être venir. Et il y a toujours un moment où quelque chose se passe. Monique Olivier a été la complice active et plus qu'active dans l'affaire Fourniret. Alors on a des tas d'hypothèses sur complice passif, complice active, grande ordonnatrice se faisant passer pour autre chose, mais c'est pas ça la question. À un moment, elle a ouvert la voie à la résolution, grâce à une magistrate instructrice, d'un certain nombre d'affaires, pas toutes malheureusement. Parce qu'elle a parlé. Alors, oui. je vous donne la parole dans une seconde. A parlé avant de changer de version. Et après, Muriel Boll ne parle plus au même procès. Elle l'avait répété. Ses aveux en garde à vue, Muriel Boll les avait répétés au juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, le lundi matin. Il s'était passé tout le week-end. Elle était rentrée dans sa famille. Les gendarmes avaient demandé à son père et à Muriel de se taire, parce que sa famille, c'est aussi sa sœur, c'est Marie-Ange Laroche. Voilà, donc il y avait des risques de fuite. Elle a tenu parole et elle a tout répété en détail au juge Lambert, sans les gendarmes, le lundi matin. Depuis, il y a eu des bisbilles juridiques. La garde à vue de Muriel Boll a été annulée et les PV afférents. Sauf que, en fait, ce procès-verbal devant le juge Jean-Michel Lambert, il est toujours au dossier. Il est extrêmement détaillé sur le fait que Bernard Laroche, son beau-frère, est venu la chercher au collège à Bruyères à bord de la voiture. Ils sont montés à l'épanche. Il a pris le petit garçon. Il est revenu avec Grégory. Il l'a mis à l'arrière de la voiture. Ils sont descendus dans un village qu'elle n'identifiait pas à l'époque d'Auxelles et que Bernard est sorti avec l'enfant et il est revenu 5 ou 8 minutes plus tard tout seul. Donc, si vous voulez, ce n'est plus un enjeu. Ce que je veux dire, c'est que ces déclarations... Non, ce que vous nous dites, c'est très fort. Enfin, effectivement, tout le monde le sait plus ou moins. C'est qu'on sait. C'est qu'on sait, mais que comme personne ne parle et qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas avoir un procès. Et on ne peut pas avoir une vérité pour des parents. Oui, mais l'enjeu, les parents, ils sont convaincus qu'elle a dit vrai la première fois. Voilà. Donc, ce qui serait important de savoir maintenant, c'est est-ce que Muriel Boll, la pauvre, elle était une gamine à l'époque, il l'a utilisée, Laroche. Voilà, mais est-ce qu'elle sait plus que ce qu'elle avait dit à l'époque? Ça, ce serait intéressant. Je vous donne la parole, je voudrais juste qu'on écoute, parce que personne n'a fait craquer Muriel Boll. Le seul qui a peut-être failli réussir, c'est Jean-Marie Villemain. Toujours lors de son fameux procès. C'est ce que vous alliez dire. Eh bien, regarde des images et je vous laisse justement commenter. On est en 1993, le procès de Jean-Marie Villemain, qui va tout faire pour faire parler Muriel Boll. Qui peut faire craquer Muriel? Là où les avocats autour de Maître Garot ont encore échoué aujourd'hui, c'est Jean-Marie Villemain qui a été sans doute le plus près de réussir. C'est un instant d'audience où l'on retient sa respiration, un moment d'une grande intensité. Jean-Marie Villemain se lève et adresse une sorte de prière à Muriel Boll. Tu as 2 enfants, dont un de 4 ans, l'âge de Grégory. Il faut que plus tard tu puisses les regarder en face. Et Jean-Marie ajoute, en désespoir de cause, si tu peux vivre avec un secret aussi monstrueux, je te plains. C'est un moment d'audience, maître. Ah, c'était terrible. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Et moi, j'étais devant avec les avocats, nous étions devant, Jean-Marie était derrière nous. Et je l'ai entendu. Il a regardé Muriel et il lui a dit « Muriel, si tu peux vivre toute ta vie avec ce poids, je te plains ». Enfin, en gros, c'était ça. C'est à peu près d'ailleurs ce qui a été rappelé par le journaliste qui a fait le rappel de cette audience. C'était extrêmement fort. Et en face de lui, il a un bloc. Ah, il y a un bloc. Il y a un bloc. Moi, je me souviens, quand j'avais plaidé, j'avais parlé du granit des Vosges qui est difficile de transpercer. Voilà, donc il y a le silence. Des tas de personnes savent ce qui s'est passé. Des tas. Et que ce soit les gens de l'époque, alors vous me direz, il y en a de moins en moins parce que l'espérance de vie est ce qu'elle est. Bon. Mais il y a les enfants qui étaient là, qui ont entendu parler les adultes. Et je suis persuadée que des tas de gens savent. Alors, c'est vrai que certaines personnes, bon là, Madame Jacob, on va lui mettre un certain nombre d'éléments pour qu'elle s'explique en face d'elle, etc. Bon, elle n'a pas parlé jusque-là. Parlera-t-elle? Nous l'espérons. Bon. Mais sinon, il y a d'autres personnes qui peuvent être entendues
Et on dit toujours que du discours, du dialogue jaillit la lumière. Donc, votre expression de granit, je la trouve particulièrement juste. Et vous qui connaissez cette affaire encore mieux que moi, je pense que vous ne direz pas le contraire. Muriel Boll, c'est du granit. Jacqueline Jacob, Marcel Jacob, j'ai eu la chance de les interroger en janvier 2021. On a face à soi du granit. C'est-à-dire qu'on pose des questions pendant 2 heures, c'est l'image que vous voyez ici, on est dans le bureau de leur avocat, vous posez, et ils sont, j'ai envie de dire, charmants. C'est-à-dire qu'ils vous accueillent très gentiment, ils répondent à vos questions, sauf qu'ils répondent avec pas grand-chose dedans. Et vous vous rendez bien compte qu'on a quelque chose d'extrêmement rodé, d'un discours extrêmement étudié, et que vous ne sortez rien. Ces gens sont emmurés dans le silence. Mais en garde à vue en 2017, quand même 48 heures de garde à vue pour une dame déjà âgée à l'époque. Jacqueline Jacob n'a répondu qu'à une seule question. 300 questions Oui, il y avait 300 questions. Elle répond à une seule question. C'était où était installé votre téléphone. Elle a dit mon téléphone était installé dans le salon. C'est tout ce qu'elle a dit. Il faut résister à une garde à vue avec des gendarmes qui se relaient à poser les questions, etc. Elle n'a pas moufté. Donc c'est dire le caractère dur de cette personne. Et elle est décrite comme ça par des gens qui la connaissaient plus jeune. Dans le couple, c'est elle qui domine, clairement. C'est elle qui porte la culotte par rapport à Marcel. Et ils ont eu des comportements méchants parfois. Moi, je pense à cette scène au réveillon 1982. En fait, Jacqueline et Marcel sont sur la route. Il y a un des fils, Villemain, je crois que c'était Gilbert, qui leur fait une queue de poisson. Et du coup, sans faire gaffe. Hein. Et donc, toutes les voitures s'arrêtent à Aumonzey. Et Marcel Jacob insulte Gilbert, etc., insulte Albert. Et Jean-Marie Villemain arrive pour s'interposer, pour essayer de calmer le jeu. Il veut serrer la main à Marcel, qui lui dit « Toi, je te serre pas la main, t'es qu'un chef, tu n'es qu'un rampant qui n'a pas de poils sur la poitrine. » Et Jacqueline insulte, elle traite de raclure Christine, de raclure Jean-Marie. Et Jean-Marie, à un moment donné, revient à la charge en disant « Mais on calme le jeu. » Et Marcel Jacob l'attrape, l'empoigne, le colle contre un mur. Et Jean-Marie Villemain lui a dit « Non mais t'es le corbeau, toi, ou quoi ?» C'est dingue, cette scène-là, moi, elle me reste en mémoire. C'est vous dire la haine recuite, les haines recuites cette qui se sont manifestées. Je crois qu'il faut qu'on termine par là, parce que vous l'évoquiez dès le départ. Alain, si cette affaire aussi nous fascine tous, d'abord parce qu'il y a ce petit Grégory et ce visage, qu'il y a un combat de parents inébranlable dans le temps, mais aussi parce que ça nous ramène quelque chose de très simple, la haine de la réussite des uns et pas des autres. C'est des gens qui sont ouvriers contre un contremaître. On ne supporte pas que Christine et Jean-Marie aient acheté un canapé en cuir. C'est ça. Mais c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la construction de la preuve ou de l'intime conviction. Moi, je dis qu'il faut commencer en 1932 par la mort du premier enfant assassiné par sa mère, qui est condamné par la cour d'assises de Nancy, je crois. Le père, 10 ans plus tard, revient de guerre, découvre que sa femme est partie, se suicide. Et donc, c'est une longue histoire qui s'étale sur un siècle. Il faut toujours retrouver les causes fondatrices, l'élément fondateur d'une catastrophe familiale, d'une tragédie familiale, d'une haine familiale. Et à la fin, on se trouve avec ces clans qui sont prêts à tout pour se défendre, quoi qu'ils en pensent. Parce que je suis d'accord avec ce que dit Patricia. Muriel Boll, c'est une jeune adolescente qui à un moment se dit qu'elle doit dire la vérité, puis revient parce qu'elle est en train de changer, elle est en train de passer de l'autre côté. Et donc ces phénomènes-là sont assez tristement connus. Donc la haine se construit de tout petits éléments qui vont jusqu'à l'ultime passage à l'acte. Et le pire. Mais cette affaire-là, elle a 100 ans et 40 ans. Dernier mot pour terminer. Comment ils tiennent, Christine et Jean-Marie ? D'abord par l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre et qui a été vraiment le point de fusion qui leur a permis de tenir. Par le souvenir de Grégory. Et d'ailleurs, on évoquait la BD que Jean-Marie Villemain avait préfacée. Il le dit, c'est Grégory, notre petit homme qui nous a permis de survivre. Et aujourd'hui, par la confiance qu'ils ont dans l'aide qu'ils reçoivent de la justice
pour parvenir à faire la vérité. Avec l'espoir d'un procès. C'était passionnant de se replonger dans cette grande affaire française avec vous trois. Merci Maître Chastan-Moran. Merci Patricia Tourangeau. On n'a pas parlé de l'ADN. Alors vous revenez, on en refera, on aura une deuxième émission. Merci beaucoup Patricia, c'était passionnant. L'ADN c'est dans votre livre. Le récit complet de l'affaire Grégory. Merci beaucoup Alain Bauer, au bout d'enquête saison 3. Passez un bon dimanche sur LCI.